Dans la société patriarcale, sexualiser une femme pour vendre une voiture, c'est ok. Les travailleuses du sexe ont plus peur de la police que des potentiels agresseurs. Non, c'est interdit d'avoir ce travail, tu n'es pas heureuse et épanouie. On est tous et toutes des putes du capitalisme. Bienvenue sur le podcast pour le futur, le podcast qui détricote les évidences. Aujourd'hui, on va parler du travail du sexe et on reçoit Anna. Bonjour. Bonjour. Tu viens de présenter ? Oui, alors moi je suis escort girl, dominatrice et je fais de l'accompagnement sexuel depuis environ 6 ans et je vis à Toulouse où j'exerce ma profession. Trop bien. Et est-ce que peut-être pour une première partie, on va commencer par définir un peu ce que c'est, essayer de comprendre ce que c'est. Est-ce que tu pourrais définir ce que c'est que le travail du sexe et qu'est-ce qui rentre dans travail du sexe entre guillemets ? Alors le travail du sexe, c'est le fait de recevoir une rémunération en échange d'un service sexuel. Ça inclut beaucoup de choses, la pornographie, l'escorting, le travail de rue, les photos de charme sur les plateformes, la domination, l'accompagnement sexuel, tout ce qui est strip, pole dance et sugar dating. Et encore, ça, c'est pas exhaustif. Ok, trop bien. Et est-ce que tu peux expliquer maintenant, aujourd'hui, dans le cadre actuel, comment ces pratiques sont encadrées ? Alors, concernant mes 3 activités, on a l'obligation de se déclarer officiellement. On doit le faire sur le régime du micro-auto-entrepreneuriat avec l'appellation entretien corporel. Mais beaucoup de TDS déclarés choisissent une autre appellation pour éviter que, par exemple, leur proprio ait connaissance de leur activité. Parce que paradoxalement, une personne qui met en location un logement à une personne pratiquante du TDS réel peut être accusée de proxénétisme. Et sans parler de la stigmatisation plus générale qui tourne autour de ce métier. En plus, on peut même se voir refuser l'accès à un compte bancaire en raison de notre profession. Donc, il y a certaines TDS qui vont parfois mentir ou ne pas se déclarer. Après, en tant qu'escorte, mon travail, il est légal. Par contre, pour les clients, eux, ils sont dans l'illégalité. Ils risquent, s'ils se font prendre une première fois, de recevoir une amende de 1 500 € environ. Et la deuxième fois, ils vont être considérés comme des délinquants et ils risquent 5 ans de prison. Ok, donc ton travail est légal et tu dois officiellement t'enregistrer dans une micro-entreprise ? Oui, exactement. Ok. Et j'ai l'impression aussi ça a évolué en France entre le début et la fin avec les lois, etc. Je sais que tu n'es pas spécialiste de ça et que tu vas pas pouvoir répondre sur tout, mais est-ce que tu peux déjà nous expliquer rapidement comment c'est passé ? Il y a eu de l'abolition, il y a eu l'interdiction, il y a eu des lois qui ont été dessus. Comment ça a un peu évolué en France ? Alors oui, depuis la loi de 2016, qui est une loi Abolo, on propose une aide financière à l'insertion sociale pour accompagner les personnes souhaitant sortir de la prostitution. Ça, c'est quelque chose qui est proposé par l'association Le Nid, qui est une association problématique parce qu'elle ne fait volontairement pas la distinction entre le trafic d'êtres humains et le TDS libre. D'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme elle a malheureusement refusé une requête contre la loi de 2016 qui avait été faite l'année dernière par 261 TDS encouragés par le STRAS. Et en fait, Le STRAS, c'est le syndicat des travailleurs et travailleuses du sexe. Et cette décision, elle va à l'encontre même des recommandations qui ont été faites par les grandes agences onusiennes et par les institutions françaises de protection des droits fondamentaux, parce qu'elle a précarisé beaucoup de TDS réels et elle a fait fuir un bon nombre de clients. Et du coup, ça, c'est un effet domino parce que qui dit moins de clients dit des TDS qui vont avoir l'obligation de prendre des clients qu'elles n'auraient pas pris d'habitude, d'accepter des pratiques qu'elles n'auraient pas acceptées d'habitude, et donc elles vont être plus exposées à des violences. Ok, donc le NIS, c'est une association, c'est ça ? Oui, c'est une asso. Et donc, c'est eux qui vont gérer après. Donc, il y a une loi qui a été mise en place, officielle par le gouvernement. Et après, le NIS, j'ai pas exactement compris ce que ça faisait. Ça gérait quoi ? Le NID, il propose un accompagnement de sortie vers la prostitution et une aide financière à l'insertion sociale. C'est un peu ridicule, hein, c'est aux alentours de 500 €, quelque chose D'accord. comme ça. Ok. Mais du coup, ils sont abolitionnistes, le Oui. NIS. Ok. Abolitionniste, est-ce que tu veux définir rapidement ? Oui, je peux définir. Le mouvement abolitionniste, il souhaite
pouvoir abolir la prostitution, hein, tout simplement. Enfin, dans leur idéal, c'est ça. Donc c'est-à-dire, pas mettre de protection en place, juste que ça existe plus et c'est ça qui est Oui, problématique? oui, oui, et que les clients continuent d'être pénalisés parce que justement les abolos considèrent les clients comme des violeurs. OK. Mais du coup, les impacts qu'il y a sur les TDS, tu as déjà un peu répondu, du coup, c'est que les clients vont être de plus en plus rares et donc ils vont être obligés d'accepter des gens qu'ils auraient pas acceptés avant. Oui. Et est-ce que du coup, ça met les gens en danger? Ça met l'insécurité? Oui, oui, ça met les TDS beaucoup plus en danger parce que justement, elles vont augmenter leurs chances de tomber sur des clients dangereux. Elles vont accepter des rapports non protégés. Elles vont accepter des pratiques qu'elles n'auraient pas acceptées parce qu'elles doivent subvenir à leurs besoins. Alors que quand on a une diversité de clients et un bon nombre de clients, on a le choix de refuser tel ou tel rendez-vous. Et ça, en fait, c'est un peu une forme de protection et c'est une façon aussi de se préserver et d'avoir une forme de pouvoir dans notre travail qu'on n'a plus du tout aujourd'hui à cause de cette loi. OK. Du coup, on va repartir sur la partie 2 pour essayer de comprendre qui sont les personnes concernées et un peu questionner nos stéréotypes. Du coup, pour toi, c'est quoi les idées reçues les plus fréquentes qu'on a, enfin que les gens ont et que du coup on a aussi sur le travail du sexe? Alors, il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Souvent, on peut penser, surtout quand on est des femmes, que les escorts sont des nymphomanes, je cite entre guillemets parce que ça n'existe pas. Parce que dans la société patriarcale, sexualiser une femme pour vendre une voiture, c'est OK. Mais par contre, une femme qui va s'approprier son corps et le sexualiser pour pouvoir en tirer un bénéfice financier, ça, on va trouver que c'est dégoûtant et ça va provoquer de la répulsion. Il y a quelque chose qu'il faut garder en tête aussi, c'est le fait qu'on ne vit pas le TDS de la même façon. Ma réalité, ma façon de vivre mon travail et de le percevoir, elle est différente de mes collègues. Il y a des collègues, il y a des TDS qui vont être hypersexuels, il y en a d'autres qui vont être asexuels, il y en a d'autres qui vont avoir un rapport totalement classique avec la sexualité. Il y a des TDS qui adorent leur boulot, pour qui c'est une passion, il y en a d'autres pour qui c'est un job alimentaire comme un autre. Et ce qu'il faut surtout prendre en compte, c'est que chaque réalité est OK en fait, et qu'il ne faut pas nous imposer un seul et même récit. Un autre cliché qui est très répandu, c'est l'idée selon laquelle on vend notre corps. Alors, spoiler alerte, mon corps, il est toujours là. Et pour moi, justement, ce travail, c'est une forme d'appropriation et c'est aussi une utilisation de mon corps pour travailler. Et c'est le cas aussi dans d'autres métiers. L'ouvrier va vendre sa force de travail. Moi, je gagne de l'argent à la sueur de mon cul et de mon cerveau. Dans tous les cas, c'est un travail comme un autre, en fait. On vend tous un peu notre corps en soi, mais c'est plus une forme de location que de vente. Et c'est même quelque chose de re-questionnable parce que si la prostituée elle vend son corps, l'ouvrier qui finit un peu avant la retraite avec le corps complètement bousillé par le travail, est-ce que lui il n'a pas vendu son corps aussi? Donc je pense que c'est un débat qu'on peut même élargir au capitalisme et à ses conséquences. Dans tous les cas, il faut arrêter avec cette idée reçue. Il y a l'idée aussi selon laquelle c'est de l'argent facile. Alors, c'est pas de l'argent facile, ça peut être de l'argent rapide. On prend des risques. C'est un métier qui demande beaucoup de compétences. Il faut savoir se mettre à la place de l'autre, cerner son envie, qui on a en face de nous. On fait aussi beaucoup de relationnel, beaucoup de psy. Les rendez-vous ne tournent pas nécessairement autour de la sexualité. Il y a des clients où je me dis, mais j'ai l'impression que je connais mieux leur vie que leur propre femme, parfois. Et me concernant, je trouve pas que ça soit de l'argent si rapide que ça, parce que pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire que je manque pas de clients, je suis loin d'être à plaindre. Il y a eu beaucoup de travail en amont de communication en utilisant des outils de communication classiques sur les réseaux sociaux, de secrétariat, de travail de mon image, etc. etc. Et c'est un travail aussi qui demande une grosse capacité d'adaptation. Il faut avoir un instinct pour cerner qui on a en face de nous et si cette personne aussi peut être potentiellement dangereuse. Il faut un mental aussi pour savoir gérer les lapins, les personnes malveillantes, les fantasmeurs. Et tout ça, ça en fait un métier dont on peut être fier. Moi, je suis fière d'être pute, mais qui n'est pas facile non plus.
Euh, Ensuite, il y a l'idée reçue de t'as arrêté l'école à 13 ans. Alors, c'est totalement OK d'arrêter l'école à 13 ans. Franchement, aucune honte pour les personnes concernées. Mais c'est pas parce qu'on est TDS que c'est forcément le cas. Me concernant, j'ai fait des études supérieures. J'aurais pu faire un métier en lien avec mes études, mais j'ai fait le choix du TDS parce que pour moi, c'est une forme d'émancipation des règles classiques du marché du travail. Je fais le seul métier où les femmes sont mieux payées que les hommes. Et puis, c'est aussi beaucoup plus en adéquation avec ma neuroatypie parce que les espaces de travail dans le milieu capitaliste sont pas très inclusifs de base. Et puis même pour une personne avec un système neurologique classique, c'est compliqué d'avoir un travail où tu travailles 35 heures, tu dois suivre des horaires et travailler dans la même entreprise toute ta vie. J'ai pas de patron et ça me permet justement de travailler humainement et à mon rythme. Et puis aussi, j'ai des meilleurs revenus que si je faisais un métier lié à mes études et ça me permet en parallèle de travailler sur des projets personnels qui me tiennent à cœur. Alors, il y a aussi une idée reçue qui nous vient tout droit des abolos. C'est l'idée selon laquelle la prostitution serait du viol tarifé. Alors déjà, dire ça, c'est infantiliser les personnes concernées, parce qu'on est des adultes et on est capable de faire la distinction entre un rapport consenti ou non. Donc, faut arrêter de parler pour nous. Et il y a un peu l'idée aussi, c'est un peu de l'essentialisme, où directement on va penser que la prostitution, c'est une activité dangereuse. Moi, je pense qu'il faut bien garder en tête qu'elle n'est pas dangereuse par essence. Le problème, c'est le système dans lequel elle baigne. Donc, au lieu d'essentialiser notre activité, je pense qu'il est important de se concentrer sur l'amélioration de nos conditions de travail et la décriminalisation pour qu'on puisse s'auto-organiser pour notre sécurité. Et à partir de là, on pourrait se mettre à régler le problème, contrairement à ce que fait la loi de 2016. En t'écoutant, j'ai l'impression que toutes les idées reçues, c'est un peu hypocrite parce qu'il y a plein d'autres métiers qui les ont, mais on s'en fiche et on trouve ça normal. Oui. Mais pour ton travail, pour ce travail-là, là, du coup, c'est grave, c'est un problème. Je pense que c'est très misogyne aussi, mais il y a beaucoup de... Ok, c'est trop bien. Et merci beaucoup déjà pour avoir cassé toutes ces idées reçues. Et j'ai l'impression aussi que le plus gros problème quand on parle de travail du sexe, c'est de faire la différence entre une pratique qui est subie par des personnes qui ont été victimes d'un trafic et des personnes qui ont fait le choix comme toi. Et donc pour moi, c'est deux parcours très différents. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce sujet pour voir bien la différence entre les deux je pense que la différence, elle est simple. À partir du moment où on travaille en étant libre, en étant indépendante, sans patron, parce que les putes n'ont pas besoin de patron, c'est pas de la traite. À partir du moment où on fait ce choix, comme on pourrait faire le choix de faire un autre métier, je choisis d'être boulangère, je suis boulangère, je choisis d'être pute, je suis pute. Quand on subit une traite, c'est de l'esclavage, c'est pas du travail. Et du coup, c'est pour ça que je trouve facile de faire la distinction. Je comprends pas pourquoi c'est encore une question aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que c'est un peu comme tous les métiers. Il y a des gens qui ont décidé de faire et des gens qui n'ont pas envie de le faire. Et je pense que quoi qu'il arrive, les gens qui n'ont pas envie de le faire, il faut qu'on leur laisse une porte de sortie. Il ne faudrait pas que qui que ce soit forcé à faire quoi que ce soit par obligation. Mais à partir du moment où c'est un choix, et j'ai l'impression que tous les métiers c'est pareil, mais pareil, genre pour ce travail-là, ça va pas, c'est pas possible. Les gens ils comprennent pas. C'est exactement ça. Et je pense aussi que quand on imagine les travailleuses du sexe, on a une image très restreinte de ces personnes-là. Est-ce que, alors je sais que t'es pas sociologue de ça, t'es pas spécialiste de ça, donc t'as pas besoin de savoir tout, mais est-ce que avec ta propre expérience, tu pourrais nous donner un petit peu une vision de la diversité qu'il y a des personnes qui travaillent et nous montrer que c'est pas juste un seul et même profil ? Oui. Alors moi, dans mon entourage, j'ai vraiment pu remarquer tous les profils. Bon, une majorité de femmes cis, certes, mais il y a tous les genres dans le TDS. Et vraiment, quand je parle de diversité, c'est des personnes qui ont fait des études sup, des personnes qui n'en ont pas faites, des personnes qui ont une activité à côté, des personnes pour qui ce n'est pas un travail, c'est plus un hobby. Ça aussi, c'est OK. Enfin, il y a des gens, ils vont se mettre à vendre leur peinture, c'est plus un hobby, même s'ils gagnent de l'argent. Il y en a d'autres, ils préfèrent faire de l'escorting à la place. Il y a des étudiantes,
Et aussi, alors plus rare mais plus étonnant, il y a des profils d'escortes qui sont bourgeoises, qui l'assument pleinement. Et dans les grandes villes, c'est plutôt courant d'ailleurs, ce genre de profil. Donc voilà, il y a un peu de tout le monde, il y a un peu de toutes les classes sociales. Même si j'insiste sur le fait que voilà, je suis pas sociologue et je peux pas faire de généralité ou repérer des patterns en rapport à ça. Et du coup, est-ce que, on va rentrer dans un sujet un peu plus difficile, quelle forme de violence, donc ça peut être plein de types de violences institutionnelles, économiques, policières, etc., les personnes vont subir à cause de ce métier? Oui, c'est important de resituer les violences qu'on subit aujourd'hui. Déjà, il y a la violence économique et institutionnelle. Les deux sont liés. Donc, je l'ai parlé à cause de la précarisation. J'en ai parlé à cause de la précarisation liée à la loi de 2016. Mais il y a aussi les arrêtés préfectoraux anti-prostitution aujourd'hui en France qui empêchent mes collègues qui travaillent dans la rue de travailler. Ça va les pousser à aller exercer dans des zones encore plus reculées, qui manquent d'éclairage et du coup elles vont être encore exposées à plus de violence. La violence économique, c'est aussi le fait qu'on soit déclaré ou pas, notre seul droit, c'est de payer des impôts. Et quand on le fait, on ne nous autorise pas à avoir un réel statut de travailleuse avec une sécurité qui va avec. Moi, si je paye mon proprio, comme j'avais dit tout à l'heure, avec l'argent des passes, il va être considéré comme mon proxénète. Mais par contre, quand je paye mes taxes, quand je paye mes impôts, mes cotisations sociales, avec l'argent des passes, c'est OK. Mais du coup, c'est qui mon proxénète en fait? Il y a aussi les violences policières. Il y a des policiers qui vont profiter de leur statut pour commettre des violences à l'égard des TDS. Parce que comme on peut bien se l'imaginer, c'est un peu compliqué quand on est une pute d'aller dans un commissariat et d'aller dire aux policiers je veux porter plainte contre l'un de vos collègues. Et même de façon générale, si on est une TDS et qu'on veut aller porter plainte, admettons pour viol, contre un client, il y a un risque de stigmatisation, de refus de prise du dépôt de plainte. C'est déjà le cas même quand on n'est pas TDS et qu'on est juste une femme. Même dans l'idée l'idée commune qui circule dans l'esprit des gens, c'est un peu difficile de reconnaître qu'une pute puisse avoir été violée. Et ça, c'est dégueulasse. Il faut aussi penser au fait qu'au sein de cette profession, il y a des personnes qui vont être plus à risque de faire face à des violences. Moi, je suis une femme blanche, cis, donc je suis privilégiée en soi dans ma pratique. Je corresponds aux standards de beauté, mais il y a aussi des TDS qui sont sans papier, qui ne peuvent pas obtenir de titre de séjour malgré le fait qu'elles travaillent, et qui vont être sujettes à plus d'agressions que des personnes françaises, par exemple. Pourquoi ? Parce que ce sont des cibles faciles. C'est pas elles qui vont aller porter plainte. Elles se cachent un maximum dans des endroits reculés pour ne pas se faire remarquer parce qu'elles sont en situation irrégulière. Il y a aussi les personnes trans. Les personnes trans, dans ma profession, elles risquent plus de se faire assassiner en raison de leur transidentité. Et enfin, c'est pas exhaustif, encore une fois, il y a les personnes racisées qui subissent de la fétichisation et du racisme au sein de leur profession. Du coup, avant de se poser la question de l'abolitionnisme et des problèmes qu'on peut avoir, on va écouter la chronique Archives de Nicolas. Ce mois-ci, ce n'est pas moi qui veux parler, mais uniquement les archives. On va s'intéresser à 4 époques: l'occupation d'une église en 1975, un sujet sur le sida en 1990 et des manifestations contre des propositions de loi en 2002 et 2016. Il y a 40 ans, tout pile, une centaine puis 200 prostituées occupaient l'église Saint-Nizier pour protester contre la répression dont elles étaient victimes. Un anniversaire pour les prostituées lyonnaises. Il y a 40 ans, elles occupaient l'église Saint-Nizier où elles étaient restées 9 jours. Puis maintenant, c'est le cri qu'on a lancé sur les radios, c'est le cri qu'on lance dans les télévisions, c'est le cri qu'on lance partout, que toutes les femmes de France qui se sont concernées, même si ce ne sont pas des prostituées, mais toutes les femmes viennent nous aider dans toutes les églises où il y a des prostituées, qu'elles viennent nous aider parce que nous avons besoin d'elles, parce que maintenant c'est plus le fait que ce soit des prostituées, c'est le fait que nous sommes des femmes. Enfin, nous sommes là actuellement parce qu'ils ne sont pas d'accord du fait qu'on va en prison. Et on va en prison c'est pour rien. C'est basé sur des PV que nous recevons tous les soirs.
Des PV qui s'élèvent à 160 francs. On en a 4 ou 5 par soirée et chaque PV relève de 3 à 5 jours de prison. Et le fait que nous allons en prison risque de nous faire enlever nos enfants. Et c'est surtout contre ça que nous luttons, parce que nous ne sommes pas d'accord qu'on nous enlève nos enfants. C'est absolument interdit, c'est même impensable. Aucune mère ne peut l'accepter parce qu'on fait tout ce qu'on peut, et surtout pour eux. Mais selon les prostituées, 40 ans après, rien n'a changé. La situation ne s'est pas améliorée, que la répression s'est même empirée. Les travailleuses du sexe ont plus peur de la police que des potentiels agresseurs. Parce que la police est synonyme d'expulsion, c'est synonyme de violence, c'est synonyme de nuit en garde à vue dans des conditions épouvantables. Et aujourd'hui, véritablement, le premier ennemi des travailleuses du sexe, c'est la police. Faut-il, oui ou non, pour cause de propagation du sida, rouvrir les maisons closes, comme l'a proposé l'ancien ministre Michel Barzac? Avec un peu de recul, nous avons pensé à demander l'avis des principales intéressées. Cette enquête n'a pas valeur de sondage officiel, mais toutes celles qui ont accepté de nous répondre sont contre. La proposition Barzac, c'est un scandale. Barzac, moi je préférerais qu'on me tue que plutôt aller travailler dans un... La prostitution, c'est la liberté. La prostitution, c'est la liberté absolue de faire ce qu'on veut, quand on veut. Les prostituées, statistiquement, ont moins le sida que les autres femmes. Donc, vouloir nous persécuter au nom d'un sida qu'on n'a pas, cela sent le bouc émissaire, et nous ne sommes pas des boucs émissaires. Alors, on n'est quand même pas des crétines qui jouons à la roulette russe tous les jours, il ne faut pas exagérer. Si les prostituées sont des populations à risque, que dire de nos clients? Et les femmes de nos clients doivent alors se protéger également. Qu'est-ce qu'elles voudraient faire dans ces bordels? Un test toutes les semaines. Oui, mais à ce moment-là, à l'entrée, il faudrait à ce moment-là que les hommes fassent aussi leurs tests. Si en plus, au nom d'une maladie, mettons par la morale, en plus on va créer un proxénétisme industriel dont on a eu du mal à se défaire, alors là où va-t-on? Est-ce que vous êtes d'accord pour que on ouvre des maisons closes? Ah non. Ah non. J'ai vécu ce que vous me demandez là. C'est une chose affreuse. C'est une prison, simplement. On vous demande de vous allonger, puis c'est tout. Une des raisons pour lesquelles, le 13 avril 1946, on les a fermés, c'est que c'était des lieux de contamination. Je ne vois pas au nom de quoi les filles accepteraient cette régression totale qui consisterait à aller se livrer à des messieurs en se faisant littéralement enfermer dans des maisons. Des positions totalement partagées par la police, mais qui n'a pas souhaité s'exprimer pour cause de polémiques politiciennes. Derrière Jacques Masque que vous voyez ici, il y a une mère de famille qui paye ses impôts et qui demain va se trouver dans la rue, sans licenciement économique, avec des gosses à nourrir. J'arpente les trottoirs de Marseille, je suis fière d'être prostituée, je paye des impôts comme toute citoyenne française, je revendique un droit et non une exclusion. L'ennemi, Sarkozy. Son projet de loi interdit tout racolage, même passif. 6 mois de prison et 7 500 € d'amende à la clé. Les manifestantes sont des prostituées traditionnelles, sans souteneurs. Selon elle, le ministre se trompe de cible. On veut être tranquille, et on ne veut pas toute la prostitution, les mafias, on n'en veut pas. Vous êtes sur la sellette de l'État pour vous incriminer de, comme vous voyez, 2 mois de prison et 3 750 € d'amende. L'abolition de la prostitution voulue par la ministre des Droits des Femmes, Najat Vallaud-Belkacem, fait réagir les prostituées et les associations lyonnaises. Avec un tel projet de pénalisation des clients, serait en fait une position prohibitionniste, et qui dit prohibition dit clandestinité. S'il y a consentement entre 2 personnes adultes, l'État n'a pas à s'ingérer dans nos relations. Merci beaucoup. On a parlé depuis un peu le début de l'abolitionnisme. Donc tu me coupes si je dis n'importe quoi, c'est le fait de vouloir interdire, quoi qu'il arrive, les pratiques des travailleuses du sexe, peu importe si c'est décidé, subi, etc. Oui. Et donc du coup de ne pas légiférer et protéger les personnes. Oui. Est-ce que... donc il y a plein de gens qui se revendiquent comme ça, même des associations qui se disent féministes. Est-ce que tu aurais des arguments qui s'opposent à ce mouvement abolitionniste? Oui. Déjà, il y a la dépénalisation qui s'oppose à l'abolitionnisme parce qu'elle permettrait de détecter plus facilement les cas de traite d'êtres humains grâce à la transparence, comme on a pu le remarquer avec le cas de la Nouvelle-Zélande en 2003. Alors que la loi 2016, en France, elle va protéger ces réseaux.
Donc cette loi, elle est problématique parce qu'elle entretient encore plus les rapports de domination, puisqu'elle précarise et expose à encore plus de violence. Il ne peut pas y avoir de féminisme sans les putes. Les abolos, elles entretiennent un discours qui infantilise, qui victimise, qui précarise et qui soutiennent des lois qui augmentent notre exposition aux violences sexistes et sexuelles. Est-ce que tu as parlé de 2003 en Nouvelle-Zélande? Est-ce que tu sais exactement ce qui s'est passé? Il y a une loi qui est passée? Oui, il y a une loi qui a dépénalisé justement le travail du sexe. Mais justement, la dépénalisation seule a ses limites. J'allais y venir. C'est aussi pour ça qu'il est important de parler de réglementation du TDS, mais c'est à prendre avec des pincettes, parce que la réglementation peut desservir les TDS. Je vais prendre un autre exemple, le cas des Pays-Bas. Aux Pays-Bas, il y a eu une dépénalisation. On croit un peu que c'est toujours l'exemple phare où ça se passe très bien, c'est tout beau, tout rose. C'est pas du tout le cas. Pourquoi ? Parce que la réglementation qui est faite là-bas, elle stigmatise et elle infantilise les TDS. Et on le remarque parce que ça se projette sur la société, dans le sens où aujourd'hui, c'est un secret pour personne qu'il y a des putes aux Pays-Bas, mais par contre, au sein de la société, elles sont toujours stigmatisées. Dans l'espace public, on ne va pas leur autoriser à exercer leur profession où elles veulent. Elles ont des espaces limités pour leur profession. Il y a une forme de contrôle. Il y a un contrôle de leur corps aussi. Puisqu'on les force chaque année à faire des visites médicales annuelles. Ça aussi, encore une fois, c'est une forme d'infantilisation. On n'a pas besoin qu'il y ait le gouvernement derrière nous pour aller faire des tests IST et MST. On n'a pas besoin d'eux, clairement. Donc c'est pour ça que moi, quand je parle nous d'ailleurs, quand on parle de réglementation, on parle de lois qui sont faites pour nous protéger et non pour nous contrôler, qui sont faites par et pour les TDS, et ce, de façon inclusive. Parallèlement, s'il y a une évolution législative, il faut aussi qu'il y ait une évolution sociale, avec une cessation de la stigmatisation et de l'essentialisme qui entoure notre profession. Et en obtenant tout ça, on aurait justement le pouvoir de s'auto-organiser avec les personnes qu'on choisit sans tomber dans un schéma patronal, capitaliste, hiérarchique. Et si on arrive à s'organiser comme on le fait aujourd'hui dans l'illégalité, on y arrivera très bien dans la légalité. Du coup, si je résume ce que j'ai compris, tu me dis pareil si je me trompe, dépénaliser c'est une bonne idée, mais ça suffit pas en soi, parce que du coup on peut mettre les gens en danger si on protège pas avec des lois, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Et j'ai vu que le RN proposait de rouvrir les maisons closes. Est-ce que c'est une bonne idée? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, le problème, c'est que on ne doit pas nous limiter à des lieux déterminés pour exercer notre profession. On fait quand même la seule profession où on veut nous enfermer dans des lieux précis et nous autoriser uniquement certaines sphères de la société. Et donc ça, c'est un problème pour nous. Et il faut bien garder en tête aussi que le modèle de maison close, c'est pas le seul modèle existant. Et puis sans parler du fait que les TDS, c'est des minorités de genre, des sans-papiers, des personnes racisées, et que le RN, il a toujours été contre ces personnes. Et même proposer une loi comme ça, qui sort un peu de nulle part, qui n'est même pas encadrée, sans même proposer de suppression de loi comme celle de 2016, c'est un peu aberrant, et on nous a même pas demandé notre avis en plus. Et je pense que si le RN nous demandait notre avis, il n'apprécierait pas trop les réponses, parce que je vois pas le RN voter une loi permettant d'accorder un titre de séjour à une personne migrante désirant d'exercer le TDS. Je vais juste revenir sur la question avant parce que j'ai quelques précisions à demander. Tu as dit que ça serait bien qu'on protège avec des lois, etc. Je sais que tu as donné quelques exemples, mais est-ce que tu pourrais redonner un petit peu de manière pratique ce qu'il faudrait mettre en place à ton avis ou peut-être avec l'avis des gens qui sont autour de toi? Il y aurait énormément de choses à mettre en place, mais il y a plusieurs aussi formes de protection à mettre en place. Par exemple, au niveau du lieu d'exercice de l'activité. J'ai un autre exemple qui me vient en tête, c'est le cas de la Belgique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des carrés, mais en fait, les propriétaires, ils sont mis à augmenter
les loyers des carrés. Donc les carrés, je précise, ce sont des chambres, des espaces destinés à l'exercice de cette profession. Et ils sont mis à augmenter sans cesse les loyers. Et étant donné qu'il y avait un peu comme une crise du logement, mais cette fois une crise pour obtenir un lieu pour travailler, il n'y avait aucune loi qui encadrait le loyer, le plafond des loyers où les TDS exerçaient leur activité. Et du coup, elles n'ont pas été protégées, elles ont été précarisées dans ce contexte-là. Donc en fait, il faudrait un encadrement à tous les niveaux, nous permettant l'exercice de notre profession de façon libre, tout en ayant une protection un peu sur tous les aspects, parce qu'il n'y a pas que les clients dont on a besoin d'être protégés. Et est-ce que du coup, juste pour revenir pareil sur le début, la dépénalisation, ça permettrait de régler le problème de on n'a pas le droit d'ouvrir un compte en banque, on va être stigmatisé sur l'emploi. Juste ça, déjà, ça permettrait de déstigmatiser sur ça et d'avoir accès à plus de droits? Je ne sais pas si ce serait suffisant, la dépénalisation, pour ça. Parce que justement, je connais beaucoup de banques qui refuseraient encore aujourd'hui pour protéger leur image, même si c'est légal, qu'on ouvre un compte en banque. Donc c'est pour ça que je parle de réglementation, parce que justement, s'il y a la dépénalisation plus une loi qui encadre justement le stigmate, justement qui permet aux TDS d'être protégés face à ce stigmate et à cette discrimination, les banques, elles n'auront plus le droit de nous refuser l'accès à un compte en banque. Et du coup, j'imagine aussi un travail sur l'image qu'on a des TDS culturellement, et arrêter de stigmatiser forcément dans la culture, etc. Oui, ça passe beaucoup par la cessation du tabou. C'est-à-dire que plus on en parle, plus on va être écouté, plus on va nous laisser de l'espace, et moins ce sera stigmatisé, parce que justement les gens ils vont mettre de côté leurs idées reçues et ils vont nous voir tels qu'on est, c'est-à-dire des êtres humains classiques, quoi. Ok, merci beaucoup. Du coup, je vous propose une chronique humour. Normalement, c'est pas toujours moi qui anime, mais bon, cette fois-ci, c'est moi qui anime et qui fait la chronique humour. Du coup, je me passe moi-même la parole. Aujourd'hui, je suis épuisée. Bon, déjà parce que j'ai un nouvel emploi, mais aussi parce que je suis féministe. Et qu'aujourd'hui, les féministes mènent quand même beaucoup de combats de front. Pour des gens anti-guerre, c'est le comble. On doit expliquer aux hommes comment tenir un agenda, expliquer aux masculinistes que les femmes ont un cerveau, et expliquer à Némésis que le néonazisme, ce n'est pas quelque chose qu'il faut cultiver. Mais il y a aussi un autre combat qui est loin d'être terminé et qui divise encore un peu les gens qui veulent du bien aux femmes. Parce que ça existe, c'est juste que faute d'exemple, on ne sait jamais trop comment faire. Ce combat concerne le travail du sexe. Je vais essayer de vous présenter le combat en vous donnant les deux avis de manière assez objective, pour que vous ne sachiez pas mon opinion au début, et puis on mènera la réflexion ensemble petit à petit. Donc il y a deux avis qui s'affrontent. Avis numéro 1, les femmes peuvent faire ce qu'elles veulent de leur corps et avoir le droit d'être protégées par l'État quoi qu'il arrive. Avis numéro 2, les femmes peuvent faire ce qu'elles veulent de leur corps et avoir le droit à être protégées par l'État quoi qu'il arrive, mais on devrait leur interdire le travail du sexe, ou en tout cas d'avoir un appartement et un compte en banque si elles le font. J'ai un peu donné mon avis, peut-être. Non mais en vrai, je peux comprendre le rejet de cette profession. On a été construite pour la détester. Mais si on réfléchit 2 minutes, une tisane, un plaid et un tout petit peu d'esprit critique, il n'y a aucun argument qui fonctionne quand on l'applique à un autre métier. Moi, je suis prof de maths. Si jamais je me rendais compte qu'un de mes collègues était mineur, avait été enlevé de son pays d'origine et devait être prof de maths contre son gré, et devait donner une partie de son argent à quelqu'un qui lui imposait ses heures de correction, de copie en plein milieu de la nuit, eh bien oui, il faudrait à tout prix aller sauver cette personne. Mais ça ne devrait pas être une question. Pour n'importe quelle profession, dans n'importe quelle situation, si quelqu'un est exploité ou contraint, alors il faut aller l'aider, oui. Mais, ce qui est un mais, ça ne veut pas dire pourtant qu'il faut fermer la profession tout entière. La plus de preuves de maths, c'est compliqué. Sans les maths, comment on pourrait prédire le réchauffement climatique, construire des tiny houses ou compter son héritage? Oui, j'essaye d'être inclusive dans mes exemples. Et puis, moi, prof, personne m'a contrainte. C'est clairement pas un métier passion, quoi. Je le fais parce que aujourd'hui, moi, à ce moment-là de ma vie, c'est ce que je préfère faire pour gagner de l'argent. En prenant en compte les contraintes du travail, les points positifs, moi, c'est ce que je préfère faire.
Et je crois que je détesterais que si les gens se rendent compte que c'est pas ma passion, qu'on m'interdise de le faire. Non, c'est interdit d'avoir ce travail, tu n'es pas heureuse et épanouie, alors va-t'en. Qui, vraiment en France, est heureux et épanoui dans son travail? Emmanuel Macron? Peut-être même pas. Je participe aussi à faire fonctionner un système de merde. Je fais plaisir à Elisabeth Borne et je note sur 20 la probabilité d'un élève d'être tombé dans une famille qui peut lui payer des cours particuliers de maths. Voilà, donc je sais pas si c'est positif ce que je fais, mais en tout cas, je le fais. Et est-ce qu'il y a un métier dans ce système actuel qui est super? Je sais pas. Et mes conditions de travail sont vraiment pas ouf, je le reconnais. On a des classes à 13 000, on a un programme qui fait la taille de la liste des premiers ministres qui sont passés sous Macron. Et je pense pas qu'interdire notre métier et nous mettre dans une situation précaire nous aide beaucoup. Écoutez-nous, protégez-nous, faites-nous confiance. Et là, je parle pas d'être prof, là. Bref, si c'est votre choix, soyez TDS, ayez des droits, soyez heureuse. Par contre, soyez pas prof, le programme est infinissable. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Bon merci beaucoup à moi-même pour cette chronique. Et du coup, on va passer à la partie 4. Du coup, un petit peu les propositions et les alternatives qu'on peut imaginer pour l'avenir. Est-ce qu'il existe déjà des espaces ou des formes d'organisation collective pour défendre les droits, se soutenir ou travailler ensemble entre TDS? Oui, alors j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a le STRAS qui se bat pour la défense des droits des TDS, qui a fait le recours devant la Cour européenne. Il propose aussi un service juridique qui permet d'aider les TDS. Il y a également des associations locales comme Griselidis à Toulouse qui fait de la distribution de préservatifs, des dépistages gratuits, des apéroputes, de l'éducation à la santé sexuelle, etc. Et enfin, il existe des groupes secrets sur les réseaux sociaux où on s'organise pour notre sécurité, on se soutient moralement, on partage des infos concernant des clients dangereux et où on trouve des collègues avec qui travailler. Après, ça arrive que après entre collègues, quand on devient plus proche, on se met à s'organiser entre nous pour travailler dans des lieux communs, pour partir aussi en tournée ensemble et s'occuper mutuellement de notre protection. J'ai une question un peu nulle et peut-être qu'on la coupera s'il ne faut pas le dire, mais comment justement on fait pour rencontrer des collègues, pour rentrer dans ces groupes? Parce que du coup c'est des fois un travail un peu solitaire, mais est-ce que du coup il y a directement par les plateformes ou comment on rencontre d'autres personnes, comment on s'organise entre nous Alors il faut être marrainé ou parrainé et si jamais aussi en tant qu'escorte, on a tout un peu notre profil sur les mêmes sites et donc on peut voir le profil des collègues et choisir de les contacter ou non. Moi, c'est en rencontrant une autre collègue de cette façon-là que j'ai pu adhérer au groupe. Ok, trop bien. Et est-ce qu'il y a des pays ou des cultures qui actuellement c'est géré différemment et on pourrait s'en inspirer? Alors moi, je pense que c'est intéressant de s'inspirer de ce qui n'est pas suffisant. C'est-à-dire que il faut ça, comment dire ça, justement, il y a beaucoup de cas de dépénalisation. Alors de ce que je connais, je connais pas tous les cas dans le monde entier et dans toute l'histoire du monde. Mais à chaque fois, il y a un manque de réglementation, un peu comme si on avait peur de donner du pouvoir au TDS. Et c'est souvent ça qui revient en fait, c'est l'encadrement et la protection. Ok, donc plus s'inspirer de ce qui n'a pas marché en disant donc on a fait ça et c'est pas suffisant, donc il faut imaginer autre chose de mieux et donc du coup légiférer, protéger, déstigmatiser culturellement quoi. Oui, je l'ai pas très bien formulé, mais oui c'est ça, c'est vraiment s'inspirer de ce qui n'a pas assez bien marché. Ok, trop bien. Du coup, la dernière question. Comment t'imaginerais, toi, ce qu'on pourrait faire? Alors, peut-être que c'est très personnel et que ça va être biaisé puisque c'est juste toi, ou alors est-ce que tu peux peut-être t'inspirer de choses que tu as déjà vues, mais comment gérer ça de manière idéale? Alors, je vais donner une réponse très, très subjective et biaisée, mais moi, dans mon idéal, les TDS, elles sont admirées et elles sont vénérées parce que, justement, elles font un métier dont elles peuvent être fières et elles n'ont pas besoin de se cacher, en fait. Il y aurait déjà ça. Pour ce qui est de la législation, je l'ai déjà dit. Il y aurait aussi l'opportunité d'exercer notre profession où on le veut, sans être relégué à certains espaces de la société. Et ça, ce serait déjà beaucoup.
Merci beaucoup. Et du coup, on arrive sur la fin du podcast. Merci beaucoup, c'était vraiment super et trop intéressant. Est-ce que tu as un dernier mot à dire ou quelque chose à recommander ou des dates à donner Oui, j'aurais 2 ouvrages à conseiller pour nos éditeurs, nos auditrices, pour approfondir. Le premier, c'est Carnet de bal d'une courtisane de Griselidis Réal, dans lequel elle développe l'idée que se prostituer pour elle, c'est un acte révolutionnaire. Alors, c'est à recontextualiser. Griselidis, c'est une femme qui a écrit son bouquin fin du XXe siècle. Il faut recontextualiser avec la condition de la femme à l'époque. Pour elle, se prostituer, ça a été une forme d'émancipation du mariage et du patronat. Donc je trouve que c'est très très intéressant à lire. Il y a aussi un essai féministe intersectionnel qui s'appelle Balance ton corps de Bertouille Beaurebec, qui est aussi une TDS et qui développe en plusieurs points. Bon, elle aborde énormément de choses dans son bouquin, mais là c'est plus pertinent d'en parler. Le fait qu'on est tous et toutes des putes du capitalisme et que les TDS ne sont pas plus ou moins des putes que d'autres. Elle parle aussi de la réappropriation des termes pute et salope. Pute, aujourd'hui, dans la bouche de tout le monde, c'est une insulte. Pour nous, c'est un métier. Et on trouve ça aussi abject que de dire fils de boulanger, fils de coiffeur. Donc, petit tips, transforme ton fils de pute en fils de CRS, fils de Darmanin, ce que tu veux. On adore. Elle parle aussi de la réappropriation du mot salope, dans lequel elle va décrire les principes d'une bonne salope, où elle va mettre en avant la pratique d'une sexualité libre et éclairée, et aussi tout ce qui va tourner autour de la sororité et de l'appropriation de son corps. Donc je conseille vivement. Merci beaucoup, on va les lire. Essayer. Ça se lit très bien en plus. Ok, trop bien. Merci beaucoup pour les recommandations et merci beaucoup pour d'être venu et pour le podcast. Merci super pour intéressant. l'invitation. Et du coup, on se retrouve le mois prochain pour un prochain podcast. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.